Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel avec des invités. Et aujourd'hui, des invités formidables sur un terrain social, on va dire aussi très très chargé. C'est Madame Khadija Ounchif et Madame Mariam Sersari. On verra avec elle, on discutera de la question du sida, un problème, un phénomène, un fléau qui a touché il y a quelques années des milliers de personnes et on va essayer de savoir avec nos invités où est-ce que ça en est, quel est le diagnostic qu'on fait encore, le bilan qu'on fait de ce phénomène qu'est la maladie due au virus du sida. أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات مرحبا بكم في برنامج جديد Femmes au pluriel avec ضيفات مدام خديجة أونشيف et مدام سرساري. يتكلمونا على مرض السيدا فين وصل هذا المرض في المجتمع الأوروبي، في المجتمع المغربي، في المجتمع العربي. Voilà, السلام عليكم خديجة، السلام عليكم مريم. عليكم السلام. Voilà. Alors Khadija, vous êtes assistante sociale auprès de l'hôpital Saint-Pierre. Je ne vais pas citer toutes vos casquettes, non, mais en tout cas, celle-là, assistante sociale auprès de l'hôpital Saint-Pierre, membre administratrice de l'ASBL AOSA, mais aussi, vous allez nous en parler aussi de cette association, et manager du groupe Naram Dikrayat, qui est un peu plus agréable comme travail, on va dire, comme activité. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc est-ce que j'ai tout dit Oui, tout à fait. Donc moi je suis quelqu'un qui aime bien en tous les cas décloisonner les choses parce que je trouve que si on est tout seul dans son coin à travailler tout seul, on n'est pas efficace. Mais par contre, quand on mélange les différentes compétences et qu'on s'intéresse aux différentes compétences, il y a vraiment moyen de faire des choses vraiment formidables, quel que soit d'ailleurs le sujet, comme le sujet d'aujourd'hui qui est quand même un sujet très très difficile. On a besoin justement des artistes pour un petit peu dédramatiser, pour un petit peu aussi penser à la vie, pour aussi penser à la joie de vivre, etc. Mais tout en parlant de choses difficiles pour qu'on arrive à un moment donné à prendre les choses en main et à dépasser certains peut-être tabous, certaines gênes, encore aujourd'hui. Et voilà, donc on aura le temps d'expliquer un petit peu les choses au fur et à mesure. Mariam Sersari, donc vous êtes sexologue et chargée de projet au sein de l'ASBL AOSA. Bonsoir. Bonsoir, Fouzia. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez encore envie de dire de vous? Eh bien, peut-être dire que je travaille comme chargée de projet chez AOSA depuis maintenant 2 ans et demi et qu'avant ça, j'étais stagiaire dans le cadre de mes études en sciences de la famille et de la sexualité où j'ai vraiment pu développer d'abord vraiment beaucoup avec Khadija les questions de la sexualité, la prévention du VIH-Sida dans les communautés arabes ici à Bruxelles. Donc voilà, ça me passionnait, ça m'intéressait, ça me questionnait aussi. Et donc tout ça a amené à ce que je puisse développer des projets chez AOSA d'abord en tant que stagiaire et puis au fur et à mesure en tant que chargée de projet. Et ça fait quelques mois, quelques années on va dire, que vous êtes chargée de projet, mais aussi que vous êtes sexologue. Alors c'est un métier, comment est-ce que vous le vivez ce métier-là au sein de la communauté maghrébine justement? Oui. Là, souvent, on me demande qu'est-ce qui fait que je me suis dirigée vers ce type d'études. J'ai été diplômée maintenant depuis 3 ans environ. Eh bien, en fait, j'étais intéressée parce que j'étais quand même interpellée par le fait qu'il y ait ce tabou. Ce tabou, ces non-dits autour de la sexualité, de la vie affective d'abord, en fait. Et donc, j'étais intéressée. J'ai vu ce master après mes études d'assistante sociale. J'ai fait ce master à l'UCL. Et voilà, j'ai commencé à lire beaucoup d'ouvrages d'auteurs qui traitent de ces questions et de façon plus spécifique dans le monde arabe. Et donc voilà, mais sinon j'ai amené la nouvelle petit à petit aussi à la famille en disant tiens, j'ai rencontré des personnes vivant avec le VIH et j'ai pu en discuter avec ma famille. Voilà, au début on ne connaît pas, ça fait un peu peur et finalement je me disais moi-même j'apprends de ce public-là
Et en même temps, j'essaye de faire ce travail aussi à l'intérieur de la communauté pour finalement dédramatiser et permettre de se rendre compte que ce type d'étude est tout à fait normal et la sexualité constitue la vie de l'humain et de rendre ça tout à fait un objet d'étude qui est comme si on fait de la sociologie ou de l'anthropologie ou je ne sais quoi. Et quel est l'accueil? On sait, hein, il y a maintenant plusieurs sexologues qui sont publics. Hein. Il y a des émissions avec notamment Amel Chabash que vous avez reçu donc dans le cadre d'Aoussa avec un événement. Quel est l'accueil qu'on fait de cette thématique ou de cette spécialité, on va dire? Oui, mais en tout cas, moi, je suis assez optimiste et je suis même ravie de voir que de plus en plus des jeunes filles ou même parfois des jeunes hommes originaires du monde arabe veulent entreprendre ce genre d'études. J'ai eu pas mal de personnes que je connaissais pas qui m'ont contacté sur Facebook en me disant comment ça se passe, le master, etc. Donc il y a une curiosité et le fait à un moment donné que une personne, 2 personnes, 3 personnes puissent en parler, puissent se former là-dedans, eh ben, ça va commencer à devenir normal. Et voilà, moi je suis tout à fait, comme je disais, ravie de voir que autant dans le monde arabe, on a Dr Amel Chabash pour le Maroc, en Égypte on a d'autres sexologues dont j'oublie Heba Kout par exemple. Donc voilà, pour moi c'est toutes des femmes évidemment très très inspirantes qui osent casser les clichés, parce que certaines affichent parfois leurs pratiques religieuses, d'autres ne le sont pas, mais c'est de dire finalement on est concerné par la problématique, par la thématique de la sexualité dans le couple et on veut pouvoir faire évoluer les mentalités sur ces questions-là, quoi. Pas que sur les questions de la maladie, vraiment sur toutes les questions liées à l'intimité dans le couple. Voilà. Les questions tabous, c'est pas ça qui vous arrête, hein, Madame Khadija Onchif, parce que vous, ça fait quelques années je crois que vous avez été d'ailleurs une des premières personnes à avoir sensibilisé à la question du sida dans les communautés, maghrébines et arabes. Racontez-nous ça, parce que rappelez-nous en tout cas, moi je le sais. Oui, un petit peu l'historique. Moi, ça fait 22 ans que je travaille dans le domaine de la santé, du VIH-Sida en particulier. Donc d'abord dans une association qui était spécialisée dans les droits des étrangers, hein, qui est le CIREAS aujourd'hui. Et donc depuis 1994, on a commencé à mettre des programmes en place. Mais disons, ce qui était difficile pour moi à l'époque, c'est que je dirais que le fonctionnement belge fait qu'on va donner les moyens, ce qu'on appelle aujourd'hui les groupes à risque, hein, comme l'Afrique subsaharienne ou l'homosexualité, etc. Et qu'il y a toute une population qui n'a pas accès à un programme avec cette approche spécifique à ce public-là. Et donc depuis ce moment-là, moi je me suis attelée à ce que on puisse en tous les cas avoir les moyens, aussi peu soit-il, à ce qu'on puisse proposer de la sensibilisation avec notre propre approche traditionnelle, religieuse, etc. Parce qu'il y a une manière de parler. C'est-à-dire qu'il y a une manière de parler aux adultes, donc aux parents, et une autre manière de parler aux plus jeunes. Et donc ça, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans le programme général, un public général, si on fait de la prévention, par exemple, dans les écoles, eh bien, on va commencer par dire aux jeunes, ce qui est important, c'est d'utiliser le préservatif. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui vient. Avec notre public, avec notre communauté, il ne faut pas commencer comme ça. Donc moi, j'ai tout de suite commencé à parler, par exemple, d'abord du comportement, du respect qu'on a vis-à-vis de soi, du respect qu'on a vis-à-vis de l'autre, etc. De ne pas considérer, par exemple, pour les jeunes garçons, de ne pas considérer les jeunes femmes celles qu'on peut utiliser et puis celles qu'on peut marier, parce que déjà, donc c'est tout un travail de changement de mentalité, ou en tous les cas de réflexion sur comment est-ce qu'on considère la femme, comment est-ce qu'on considère l'autre en face de soi. Donc c'est d'abord tout ce travail-là qui a été fait, et puis seulement on venait parler des IST, parce qu'on parle du sida. Mais comme disait Myriam, il y a les IST qui est beaucoup plus importante et qui reviennent au galop aujourd'hui. Par exemple, la syphilis, par exemple, bien, tous les jours, on envoie à l'hôpital Saint-Pierre. Donc d'ailleurs, on a ouvert une consultation spéciale qui s'appelle la S-Clinique, où on reçoit spécifiquement des personnes
voilà, qui ont eu une relation à risque ou qui ont des symptômes, etc., pour les voir le plus rapidement possible, pour les mettre sous traitement le plus rapidement possible, pour que ça ne se... Pour les accompagner aussi. Pour les accompagner directement. Parce que comme vous savez maintenant dans les hôpitaux, puisque je travaille depuis 11 ans dans les hôpitaux, quand vous demandez un rendez-vous pour voir un spécialiste, c'est souvent, il faut attendre 2 mois, 3 mois. Quand il s'agit de ce problème-là, il faut soigner directement. Et donc cette consultation qui a vraiment un succès très très important maintenant, qui est ouvert 2 fois par semaine à César de Pape, on reçoit les gens et on les met sous traitement directement. Donc la question du tabou, je pense, c'est aussi une question extérieure. Parce que quand on est avec les gens, quand on est avec les femmes par exemple, ou avec les jeunes, eh bien, on peut discuter de tout. À ce moment-là, il y a vraiment un dialogue et on peut parler de tout ce qui concerne la relation entre l'homme et la femme, la sexualité, le plaisir, parce que la sexualité, c'est aussi le plaisir. Hein, depuis le sida, on parle que des problèmes par rapport à la sexualité, alors que la sexualité, c'est d'abord le plaisir, la reproduction, etc. Donc, c'est remettre tout ça dans le contexte. Et puis, on peut parler alors des choses comme la maladie. Comment est-ce qu'on peut s'en protéger? Comment est-ce qu'on peut se soigner si jamais on n'a pas eu la chance justement d'avoir l'information bien avant, etc., etc. Donc tous ces phénomènes-là sont très très importants donc d'apporter. Et donc voilà, oui. C'est pour ça d'ailleurs aussi en me disant ben voilà, moi j'arrive en fin de carrière maintenant, et pour moi par exemple chez AUSA, c'était très très important qu'il y ait une relève, parce que bon à un moment donné, bon la relève c'est aussi la compétence, mais c'est aussi chacun apporte sa manière d'être, sa manière de faire pour un projet spécifique. Et donc avec Myriam, c'est très très chouette parce que voilà, elle a un savoir-faire et puis on a travaillé sur les outils pédagogiques, etc. Et là, maintenant, elle fait le travail de terrain et c'est très, très chouette, quoi. On reviendra là-dessus, Madame Olchif. Ouais. Vous parlez d'AUSA, peut-être, Myriam, vous êtes chargée de projets au sein d'AUSA. Quelques mots sur cette ASBL qui a vu le jour il y a quelques années et qui est très présente sur le terrain social et même culturel. Donc AUSA veut dire en anglais Arab Women Solidarity Association Belgium. Donc c'est une association laïque et féministe qui fait la promotion des droits des femmes du monde arabe en Belgique. Et donc, nos objectifs, en fait, c'est vraiment de promouvoir les droits des femmes du monde arabe, autant par l'accès à la santé, par l'accès à la culture, par la déconstruction des clichés sur l'image des femmes du monde arabe en présentant des expositions photos. On essaye également de faire des projections de ciné-débat engagées pour essayer de nouveau de faire évoluer les mentalités et aussi de faire changer l'image des femmes du monde arabe. Donc, on est aussi une association d'éducation permanente. Donc, on produit de nombreux outils pédagogiques sur des questions assez diverses, des questions qui touchent le féminisme arabe en particulier. Et comme Khadija le disait, on développe comme ça chaque année plusieurs outils autour de la santé sexuelle et affective. Donc on a par exemple un premier coffret qui développe l'aspect genre aussi. Pour nous c'est très important d'aborder la question de la santé sexuelle affective avec un aspect genre. C'est pas toujours le cas malheureusement. Donc femmes, hommes. Voilà, donc quand on parle de sexualité, on prend en compte par exemple comment on négocie le préservatif. Il faut prendre en compte la question du genre. Quand on est une jeune fille, quand on est un jeune garçon, on a un préservatif dans sa poche, c'est pas perçu de la même manière. Toutes ces questions on essaie de l'aborder avec des jeunes. Et donc on travaille sur ces outils. On a beaucoup travaillé sur la question de VIH-Sida en faisant des liens aussi avec les pays du monde arabe. On a travaillé avec Dr Amal Chabash, qui est une grande sexologue marocaine, qu'on a fait venir ici en Belgique et qui a pu vraiment, ce qui était génial, c'est qu'elle a pu former aussi en très peu d'heures, mais elle a essayé vraiment de donner un maximum d'informations sur, par exemple, la problématique du vaginisme, qui est très courant dans les populations maghrébines. Et donc, elle avait cette expertise qu'elle essayait d'apporter à des professionnels, des sexologues, des infirmières, des médecins, etc. Et on a aussi voulu sensibiliser pas que les professionnels, mais aussi le tout public. Et on a été vers les associations et on a proposé comme ça un espace de parole où les femmes venaient avec leur vécu, avec leurs questionnements, surtout la contraception, l'intimité, tout ce qu'on peut imaginer. Elle était là pour répondre aux questions. Et évidemment, l'objectif a été de créer une grande conférence ouverte à tout public pour discuter de ces thématiques en lien avec l'homosexualité et l'excision.
Et en fait, à chaque fois, à chaque grand projet, AUSA essaye de créer un outil pédagogique. Et donc cet outil est disponible sur notre site internet, téléchargeable gratuitement, où on peut voir toute l'intervention de la docteure Amel Chabash, où on peut voir toutes les animations aussi qu'on propose. L'idée, c'est de pouvoir utiliser cet outil pour animer, pour faire réfléchir le public avec lequel on travaille. Donc c'est vraiment, on rend les gens autonomes, on utilise l'outil et tout le monde peut travailler avec cet outil. Alors à côté de ça, on a aussi travaillé avec le Maroc, qui était avec Madame Amina. Avec Amina, l'association Nahar. C'est ça. Khadija, vous aviez reçu justement, et je vous avais reçu oui, c'est ça, il y a quelques mois là-dessus. Vous êtes en rapport étroite justement avec des associations qui travaillent sur la question du sida au Maroc et ailleurs. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer Oui, absolument. Donc on est toujours attentif chez AUSA d'ailleurs et au CETIM à Saint-Pierre aussi, à ce qui se passe aussi dans les autres pays, des pays d'origine de nos patients. Hein. Donc on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Afrique, mais aussi par rapport à ce qui se passe au Maghreb. Hein. Et donc c'est comme ça d'ailleurs qu'avec AUSA, on a fait venir Amina, l'association Nahar, qui était une femme séropositive et qui avait créé une association au Maroc pour accueillir les personnes séropositives, les aider, etc. Et c'était très important de la faire venir parce que non seulement c'est pour montrer qu'il y a un savoir-faire dans les pays d'origine qu'on peut aussi exploiter. On n'est pas toujours des experts, mais il y a des experts aussi qu'on peut faire venir des pays du Sud. Et aussi pour que les femmes d'ici, en tous les cas le public d'ici, puissent vraiment la toucher, la sentir et se dire « Ah bah oui, ça se passe aussi chez nous ». Donc on peut aussi être contaminé, soit par son mari, soit par sa femme, soit parce que... Avoir une certaine proximité, parce qu'on sait que le problème existe. Oui, mais je veux dire, quand on donne des séances d'information et de prévention, bien sûr que les gens sont là, ils sont attentifs, ils posent des questions, etc. Mais il reste quand même un doute, est-ce qu'on est vraiment concerné? Hein, surtout la plupart des personnes, quand elles se disent, voilà, moi je suis musulmane, je suis mariée, mon mari ça va, il n'y a pas de souci, etc. C'est un exemple. Donc c'est pas un problème qui me concerne, je peux... Voilà, mes enfants, je sais qu'ils vont pas avoir de sexualité avant le mariage, donc voilà, alors qu'on sait vraiment que dans la vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est le constat que vous faites Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, les jeunes... Racontez-nous un petit peu comment... Mais parce que vous avez fréquenté les jeunes, vous avez fréquenté les... Et puis vous avez le constat que vous faites au sein de l'hôpital aussi. Voilà, donc les jeunes, en tous les cas, la plupart des jeunes, je veux dire, ils vivent dans une société multiculturelle, ils ont des cultures différentes, donc ils apprennent des autres, mais ils donnent aussi aux autres au niveau de leur culture. Et c'est clair que les jeunes aujourd'hui n'ont plus ce rapport à la sexualité ou ces interdits avec lesquels nous on a grandi et dont on avait très peur. On devait attendre d'être marié pour pouvoir avoir cette sexualité. Ben, on sait qu'aujourd'hui la mobilité fait que les jeunes ont une sexualité avant le mariage. Et donc l'idée c'est de dire comment est-ce qu'ils peuvent avoir... C'est-à-dire que si vous pratiquez une sexualité alors que vous savez que c'est interdit, vous l'intégrez pas. Vous l'intégrez pas pour vous-même. Vous dites voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas réel. Et donc comme ce n'est pas réel, il n'y a pas de protection. Donc il n'y a pas de rapport de protection. Tandis que si vous assumez votre sexualité, vous allez beaucoup plus penser à vous protéger et à protéger la personne avec laquelle vous êtes. Donc ça, c'est déjà une chose. C'est vraiment essayer de réfléchir de la question de l'acte par rapport à la responsabilité. Une fois qu'on a mis les deux ensemble, alors on peut y aller. Le deuxième travail qui est à faire, c'est auprès des parents. C'est de dire aujourd'hui, il y a quand même presque 40 millions de personnes qui sont atteintes par le VIH. Est-ce que je dois continuer à subir la pression de la communauté qui fait qu'il y a ces interdits, qui fait qu'il n'y a pas de communication avec les enfants, qui fait qu'il y a ce tabou, qu'on présente toujours la religion comme quelque chose de terrible, alors que souvent elle n'a rien à voir dans tout ça. Donc est-ce que je dois accepter ça, ou est-ce que je dois faire en sorte que mes enfants restent en bonne santé et restent avec une qualité de vie quand même importante. Donc c'est vraiment ce choix-là qu'on doit faire aujourd'hui. Et ce qu'on peut constater, c'est que les gens qui choisissent le bien-être de leur famille et de leurs enfants auront moins de problèmes que les personnes qui sont malheureusement sous la pression d'une certaine surveillance communautaire. Ça, c'est le constat qu'on fait.
L'autre constat qu'on fait, c'est que comme il n'y a pas de communication, par exemple, moi j'ai des jeunes femmes à Saint-Pierre qui se sont mariées, qui donc en tout bien, tout honneur. Et puis lors de leur grossesse, on fait le test et puis il s'avère qu'elles sont séropositives. Donc elles n'ont jamais entendu parler du sida, elles n'ont jamais imaginé que leur époux était contaminé, etc., etc. Et donc voilà, comment est-ce qu'on peut alors à ce moment-là gérer tout ça? Et comment est-ce qu'on peut aussi gérer le secret? Parce que quand une femme apprend qu'elle est séropositive, ou même un homme, quand il apprend qu'il est séropositif, la première chose, c'est il ne faut pas que la famille le sache, il ne faut pas que les amis le sachent. Et donc, on vit avec un secret, on vit avec la maladie, etc. Et donc, aujourd'hui, après 30 ans de sida, je veux dire, au niveau de la recherche, au niveau des traitements, on est arrivé à des choses extraordinaires. Mais au niveau de la société, ça reste encore toujours très pesant et toujours très difficile, que ce soit dans notre communauté ou dans les autres communautés. Le constat est le même partout. Et donc ce travail de terrain, pour nous, est très très important. Alors ce qui m'interpelle énormément, c'est que quand je vois les chiffres aujourd'hui du sida et ce que l'ONU-SIDA a mis en place justement pour essayer d'enrayer cette maladie, qu'est-ce que je constate? Je constate que dans la plupart des continents, le sida est en train de reculer, alors qu'au Maghreb et au Moyen-Orient, il est en train de progresser. Comment vous expliquez ça? Voilà, et donc ça c'est un problème. Donc voilà, et je pense que peut-être que les gens ont mis leurs priorités ailleurs et ils ont un peu oublié cette question de la santé. Et donc, je ne sais pas, il y a la mobilité, il y a, je pense aussi que le fait qu'il y a cette pression aussi sur la religion, parce qu'on en parle de plus en plus de la religion, alors que la religion, c'est quelque chose que normalement, on doit vivre dans la sphère privée, etc. La religion est devenue trop politisée. Et donc, à tout bout de champ, on parle de religion, mais on ne parle pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même la vie, des maladies, voilà, et d'être en bonne santé. Et donc, je pense qu'on a un petit peu oublié ça. Et aussi parce qu'on parle tellement de groupes à risque, parce que quand on parle du sida, on parle de l'Afrique, on ne parle pas des autres continents. Et donc en Afrique, on a mis les moyens, donc l'ONU-SIDA, au niveau international, on a mis les moyens justement en termes de prévention, en termes de soins, etc. Alors que dans les autres pays arabo-musulmans, on s'est moins attelé à ça. Et donc, il est de notre responsabilité aujourd'hui de dire, ben voilà, faisons attention, nous sommes aussi en danger, nous sommes aussi concernés et on doit commencer, ne fût-ce que par communiquer. C'est ce qu'au sein d'Aoussa, en tout cas, vous avez décidé de faire, c'est-à-dire... Ça, on fait déjà depuis des années, donc depuis 2008. Donc, chaque année, on organise justement soit une semaine de prévention. Ici, avec Myriam, elle travaille beaucoup plus pendant l'année, parce que le sida, ce n'est pas que le 1er décembre, aussi pendant l'année. Voilà. Et je pense que tous les sujets qu'on aborde, il y a cette question de sexualité et de travail au niveau affectif, etc. Parce que, en fait, finalement, le travail, ce n'est pas que l'acte sexuel, c'est la vie par rapport à l'affectivité. C'est d'abord ça qu'on met en avant, c'est le bien-être, c'est l'affection entre les parents et les enfants, c'est le choix qu'on peut faire, etc. On est toujours dans une dynamique positive. On n'est pas là en train de dire avec un bâton, faites attention, etc. Non, on montre un petit peu ce qu'il y a, les dangers qu'il y a, et puis finalement les gens choisissent leur vie, mais en tous les cas ils ont l'information et ils peuvent l'utiliser. Et ça c'est important. Donc un axe, c'est la sensibilisation à la prévention, mais aussi l'information, donner l'information. Bien sûr. Absolument. Donc moi j'ai vraiment la chance de pouvoir travailler avec la commune d'Anderlecht et la commune d'Ixelles, toujours en partenariat avec SIDASOS, qui font aussi tout ce travail plus sur les jeunes, sur le VIH-Sida. Et en fait, chaque année, au mois de novembre, et pour Ixelles plutôt vers le mois de janvier, on essaye vraiment d'avoir une semaine où on amène, donc on fait sortir les jeunes de l'école. On ne veut pas transmettre l'information dans les écoles, parce qu'il y a leurs profs à côté, etc. On veut vraiment déjà qu'ils changent d'espace, qu'ils viennent dans un espace où ils découvrent
la relation affective, sexuelle, relationnelle à travers des jeux. Et des jeux, on a plusieurs stades. Et l'idée, c'est que le jeune fait un parcours. Il choisit les personnes avec qui il veut se mettre dans le groupe. Je veux être avec des filles ou pas. Je ne suis pas à l'aise s'il y a des filles dans mon groupe. Il n'y a vraiment pas de souci. Et donc, l'idée, c'est de stand en stand. Il essaye d'accumuler un maximum de connaissances sur des thématiques différentes. On n'est pas juste à leur parler des maladies. On a un stand où on parle des contraceptions. Autant pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Je leur montre, je leur dis, voilà, c'est quoi un anneau? C'est quoi la pilule? La plupart des jeunes filles, elles connaissent que la pilule comme moyen de contraception. Elles sont étonnées de voir toutes les possibilités qu'elles ont, qu'elles peuvent en parler à leur gynéco ou leur médecin, qu'elles peuvent choisir en fonction de ce qui les met bien. Elles peuvent tester plusieurs avant de se sentir à l'aise, etc. Je travaille aussi beaucoup sur des quiz. Donc, on a des jeux de quiz parce que la question des IST, du VIH-Sida, voilà, c'est très compliqué. Si vous venez avec un truc trop scolaire, ils ne suivent plus parce qu'il y a des questions d'heures, des questions de plusieurs traitements. Enfin, on ne sait plus de quoi on parle. Même moi, quand je suis rentrée dedans il y a quelques années, je me dis, oh, c'est beaucoup d'infos. Je comprends que les jeunes ne saisissent pas tout. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est à travers le jeu qu'ils essayent au moins de retenir le plus important. C'est pas de connaître les différents types d'IST, les différents symptômes et machin. Non, pas du tout. C'est de leur dire, voilà, à travers le jeu, par exemple, je leur pose des questions sur... citez-moi 3 types d'IST, par exemple. La plupart vont me dire, voilà, le VIH, mais après, pas du tout. L'hépatite B. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Vous avez déjà entendu parler de la gonorrhée? Vous avez déjà entendu parler de la chlamydia, etc. Et donc, on essaye à travers le jeu, voilà, tout à fait. Ce qu'on fait aussi, c'est quelles sont les pratiques à risque. Donc, on a un petit tableau, un petit jeu, où les jeunes viennent, mettent un point rouge pour très à risque, un point orange pour petit risque, et alors un point blanc pour il n'y a pas de risque. Par exemple, est-ce qu'on peut être contaminé par le VIH-Sida à partir de la salive? La plupart des jeunes disent oui. C'est-à-dire la plupart des jeunes. Voilà. Et là, on dit bah non, ou prendre un verre, etc. Ah bah non, absolument pas. Tiens, la brosse à dents. Bah oui, s'il y a du sang dans la brosse à dents, ça peut arriver, etc. Et donc, on leur explique tout ça. On essaie aussi de leur dire les nouvelles évolutions en disant, avant, c'était d'office qu'une maman ou un papa qui était atteint de VIH-Sida, il le transmettait à son enfant. Et moi, je leur explique que la recherche a avancé et qu'il y a moyen d'avoir un enfant sans qu'il soit contaminé, en prenant évidemment des traitements, en étant suivi, etc. Et les jeunes sont très intéressés. La plupart du temps, on a des retours très positifs parce que c'est en même temps des jeux. Ils sont hyper intéressés. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur pour leur santé, en fait. La plupart, ils me demandent vraiment en disant, et ça, c'est dangereux. Il y en a un, il me demandait... Et c'est quoi les symptômes de l'hépatite B? Enfin, sur ce truc précis, on a des tableaux qui sont vraiment très synthétiques et qui sont vulgarisés et qui permettent de dire, bah voilà, à partir de, par exemple, la seringue, si on est, ça peut arriver, hein. Une seringue. Voilà, est-ce qu'on peut avoir tel IST Et donc voilà, l'idée c'est vraiment j'ai envie de dire, vraiment le plus important c'est de vulgariser quand on travaille avec les jeunes et de rendre cette thématique assez proche d'eux. Finalement. La plupart aussi racontent leur propre histoire et voilà, on essaie de travailler aussi sur la lutte contre les clichés. Hein. Par exemple, je leur donne un exemple, un cas pratique. Voilà, vous avez une amie qui vous dit qu'elle est atteinte de VIH-Sida. Est-ce que vous changez votre comportement vis-à-vis d'elle? On travaille sur ces questions-là aussi. Comment est-ce que je me comporte? Voilà, on a vraiment plusieurs stands très ludiques, très interactifs pour donner envie aux jeunes de revenir et d'être informés de façon chouette, en fait, finalement. Est-ce qu'il y a eu, Madame Khadija Onchif, une évolution dans la mentalité par rapport... vous avez fréquenté, vous avez donné donc des animations sur la question du sida dans des associations, des centres d'alphabétisation où on apprend le français ou autres activités. C'était un public de femmes, la majorité d'origine musulmane, d'origine étrangère et musulmane. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Parce que vous faites encore ça. Oui. Je fais moins, ça je suis moins sur le terrain, mais en tous les cas, oui, il y a une évolution, ne fût-ce que par les intervenants de ces associations. Hein. Dans les années 90-95, je devais d'abord convaincre les administrateurs des associations pour pouvoir avoir accès au public. Parce que à cette époque-là, on avait très peur en disant, même non, si vous venez chez nous, les femmes, elles vont plus vouloir venir dans l'association, etc. C'est des femmes qui ne sont pas concernées, elles n'ont pas besoin de ça, etc. Donc je devais d'abord me battre contre les intervenants des associations. Alors qu'aujourd'hui, quand on téléphone en disant, ben voilà, on propose des séances de sensibilisation, le oui est automatique aujourd'hui, donc les portes sont ouvertes et donc je pense que les associations elles-mêmes ont fait un travail
important dans ce domaine-là, et donc il y a une plus grande ouverture. Par rapport au public, je pense que le fait qu'il y a, parce que aussi la population a changé, on a beaucoup de femmes qui viennent juste d'arriver, par exemple, du pays par regroupement familial, etc. Des femmes qui sont quand même, qui ont fait des études, etc. Donc ça apporte quand même une mixité aussi. La mixité aussi générationnelle, les femmes plus âgées, les femmes moins âgées, etc. Donc tout ça fait que finalement on arrive à en parler beaucoup plus facilement. Donc même si parfois il y a certaines qui peuvent être braquées en disant non, non, chez nous c'est comme ça et ça doit rester comme ça et pas autrement, il y a quand même ce dialogue, il y a quand même une discussion. Et ça c'est quand même... ce qu'il y a, c'est que depuis maintenant 11 ans, je suis plus à l'hôpital Saint-Pierre, donc je vois beaucoup plus les personnes qui sont passées de l'autre côté, donc qui sont contaminées, qui sont soignées, etc. Et donc moi, ce que je peux en tous les cas voir, c'est qu'il y a des couples, par exemple, qui vivent ça très bien, qui se soignent, qui gèrent ça bien, etc. à deux, et il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'ai beaucoup de patientes, par exemple, qui vivent des situations vraiment très, très difficiles, des situations de violence, d'incompréhension, ou d'insultes même du mari en disant, ben voilà, t'es sale, par exemple, des choses, alors que peut-être c'est lui qui l'aurait contaminé, mais il y a quand même, je veux dire, ces situations... Chapeau, et qui lui fait porter le chapeau. Donc c'est quand même très, très difficile. Donc c'est ça que je dis, que même si la personne a vraiment les meilleurs soins qui soient, les meilleurs traitements qui soient, la vie sociale reste quand même encore très difficile et les personnes sont encore très isolées et très malheureuse finalement. Donc voilà, et c'est souvent parce qu'il y a des enfants, alors la personne tient le coup, mais s'il n'y avait pas les enfants, ce serait vraiment très très compliqué pour elle, quoi. Et ce manque de communication peut aboutir à des cas graves comme le jeune homme que vous avez connu et qui est décédé parce que... Bien sûr, donc il y a 2-3 ans, j'ai reçu un jeune homme qui avait à peine 17-18 ans, par exemple, mais il était vraiment au stade final. Parce que quand on parle du VIH-Sida, il y a donc la séropositivité, donc qui est le stade où on attrape le virus, mais on n'est pas malade. Donc on peut même ne pas avoir de symptômes, et c'est ça aussi le danger du sida. Et puis si on n'est pas soigné pendant quelques années, on tombe donc sur le stade sida, ça veut dire qu'on développe des maladies opportunistes dont on peut mourir. Et donc ce jeune homme, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, il se plaignait des maux d'estomac, etc. Et puis finalement, donc on a constaté très vite qu'il était au stade final du sida parce que toute son immunité était tombée et que le virus s'était vraiment développé. Et il a fallu quelques semaines pour qu'il décède. Il n'y avait plus moyen de le sauver. Et donc c'est ça aussi qui me renforce dans mon militantisme par rapport à cette pathologie, c'est de dire, voilà, il faut absolument qu'on informe le maximum de gens pour qu'on n'arrive pas à des drames comme ça en 2016. Quoi, hein. Donc on est en 2016, ça fait plus de 30 ans que la maladie existe et ce n'est pas possible qu'en Belgique, on arrive encore à des drames comme ça. Et donc c'est ça, c'est vraiment un devoir, je pense, que nous avons d'en parler à un maximum de personnes et les pousser un maximum à faire le test de dépistage, à se soigner. Justement, Madame Onchif, par rapport au test de dépistage, est-ce qu'il y a des campagnes qui sont organisées ici et comment est-ce qu'on informe la population? Est-ce que c'est les hôpitaux qui proposent ça? Ben, le test, donc l'évolution par rapport au dépistage a fort évolué aussi. Hein. Donc, il y a quelques années, on faisait une prise de sang, on devait attendre une semaine d'avoir les résultats. Il y avait quelques structures qui faisaient le test, et pas toutes les structures, etc. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup évolué. Donc, on a déjà le centre ELISA, qui est à César de Pape, qui ouvre 2 fois par semaine pour que les gens puissent faire des tests anonymes et gratuits. Et puis maintenant, la ministre a ouvert les portes aux associations où on peut faire du dépistage rapide, c'est-à-dire en quelques minutes, vous avez les résultats. Et donc, que ce soit les associations, que ce soit les hôpitaux, que ce soit au niveau du site de la ministre, etc., il y a une série d'informations qui passent pour
informer un maximum les gens, pour informer aussi les structures qui peuvent donner. Et donc, à l'approche de la journée mondiale SIDA, qui est le 1er décembre, il y a des campagnes qui sont menées un peu partout en disant, ben voilà, cette semaine, vous pouvez venir à tel endroit, faire votre test, etc., etc. Mais le problème, est-ce que l'information arrive à notre communauté? Voilà. Ça, c'est le problème. Et donc, nous, on est là pour ça. On est là pour ça. Et donc, je veux dire, on fait les associations, ben, je dirais presque du porte-à-porte pour dire, voilà, il y a ça. Et vous y avez droit aussi, parce que c'est aussi la question du droit à l'information et le droit à l'accès aux soins. Et donc, nous, on est là aussi pour dire, ben voilà, vous avez le droit d'avoir l'information, après, vous en faites ce que vous voulez, mais sachez qu'il y a des structures qui sont là aussi pour vous aider. Et donc, voilà, donc, il y a des choses qui se passent, mais il faut que les gens aient l'information, bien sûr. Et vous y attelez, vous faites une action du 24 novembre au 3 décembre, c'est bien ça. Oui. Voilà, donc rendez-vous avec vous, c'est ça. Voilà. Comment est-ce que vous organisez cette... On va commencer avec le salon Evras. Donc il y a un salon qui est organisé le 24 et le 25 novembre. C'est ouvert au tout public, ce sera tour et taxi. Et là, l'idée, en fait, le 24 novembre, Aoussa sera présente pour présenter tous nos outils, pour pouvoir animer à partir de nos outils, faire connaître finalement Quelques mots, Madame Sersari, sur Evras. Pardon, l'Evras, donc c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc c'est ce qu'on utilise en fait, c'est le programme un peu qu'on doit avoir dans toutes les écoles en fait. Et donc, et le 25 novembre, là je vais laisser Khadija en parler plus longuement, mais ce sera une table ronde dans laquelle on va vraiment parler de nos actions de terrain, mais surtout ils nous contactent pour qu'on puisse parler comment travailler avec un public multiculturel et en particulier la population du monde arabe. Et donc ce jour-là, je vais présenter l'outil l'éducation sexuelle et affective. Donc c'est un outil qu'on a fait pour travailler justement avec notre population. Et donc les écoles, en tous les cas les enseignants, sont intéressés d'avoir aussi cet outil-là pour voir quelle approche on a utilisée pour parler avec un public multiculturel. Et donc voilà, donc c'est ce qui va être présenté à une table ronde. On va mettre ça sur la table et puis on va expliquer, puis on va en discuter. On va jouer aussi avec les enseignants qui seront là pour dire, ben voilà, nous on travaille de cette façon-là avec notre public. Et donc ça peut être tout à fait modulable et on peut tout à fait l'utiliser au sein donc d'une école ou au sein d'un groupe de jeunes ou d'adultes d'ailleurs, puisque notre outil, on peut vraiment l'utiliser avec différents publics, différents âges, etc. Même avec la communauté subsaharienne éventuellement. Là, il faut juste changer justement par rapport à l'approche traditionnelle, par rapport à l'approche religieuse, etc. Mais il est tout à fait modulable et tout à fait accessible donc à tout le monde. Et on l'a fait justement pour un public qui était peu scolarisé ou ne maîtrisant pas bien la langue ou les structures, etc. pour que ce soit accessible justement à un maximum de personnes, quoi. Donc ça c'est donc le 24 et le 25, donc Aoussa sera présente. Nous allons aussi faire donc pendant la semaine du 28 au 2 une série d'associations, notamment les associations de quartier de la ville de Bruxelles. Le cactus, bien sûr, il y a toute une journée avec le cactus, avec nos artistes d'ailleurs qui vont faire un petit concert aussi au bout de l'animation. Et donc voilà, et alors il y aura normalement aussi des émissions à la radio Arabelle. Où on va aussi parler, donc continuer à sensibiliser les personnes, etc. Donc surtout les personnes des communautés arabes. واش يمكن لك تكلمينا على هذه الظاهرة نتاع المرض السيدا في المجتمع العربي خديجة؟ المجتمع العربي هذا غادي يكون شويه صعيب عليا مي جو في اسيي. دونك المشكل ديال هذا المرض هذا هي على حسب الوقايه وعلى حسب العلاج بلي الناس ما عندهمش المعلومات على هذا الشيء. اما ما عندهمش على المرض السيدا، اما ما عندهمش المعلومات، اما كيخافوا على هذه المعلومات. الوغ الخدمه ديالنا المشكل ديالنا هي خصنا نمشيو عند الناس في الجمعيات وداك الشيء باش نوصلوا لهم الاخبارات على واش كاين اليوم على المرض السيدا. هذه 20 عام ما كانش شي حاجه مهمه على العلاج، ولكن اليوم كاين العلاج، والعلاج حتى المراه اللي بغات هي مريضه وبغات تولد
تقدر تولد بلا ولدها يكون في هذا المرض هذا زعما مهم علينا وعلى لا كوميونيتي ديالنا على الشعب ديالنا المجتمع ديالنا لابد خصهم يكون عندهم هاد المعلومات هذه على الوقايه وعلى العلاج. حتى الناس اللي ما عندهمش زعما الكوارت اللي ما عندهمش لو سيجور عندهم الحق يكون عندهم هذا العلاج هذا وما يخلصوش حتى شي حاجه. هذا الشيء اللي بغينا حنايا نوصلهم. بالضبط هذا المجتمع خديجه يقدروا يقول لك حنايا ما يهمناش هذا الشيء وحنايا ما اون با توشي ما كيقيسناش هذا. لا ولكن كيقيسنا لخاطر انا كنشوف في السبيطار باللي الناس ديالنا راهم مرض بهذا واخا زعما ما كاينش بزاف واخا زعما كاين غير 2% على حساب الناس اللي مرض هنايا في بلجيكا عندنا 2% ديال العرب سي ترو هذيك 2% سي ترو ما خصهاش تكون نورمالمون الا كان عندنا الفكره باش نسمعوا على هاد المعلومات ونسمعوا على هاد الاحتياط على هاد الوقايه نعملوا الوقايه ونفهموا اولادنا خاطر خصنا نفهموا اولادنا بلي اولادنا كما قلت توتالور ما كيعيشوش كما حنايا كنا عايشين على هاد النسب ديال العلاقه الجنسيه والعلاقه مع الاخرين داكشي خصنا نفهموهم وخصنا نوصيوهم وخصنا نوقفوا معاهم. هذا هو المهم اللي خصنا نقوله لخاطر البرنامج ديال بلجيكا البرنامج ديال الوقايه اللي كيعملوها الناس كاملين حنايا ما كنفهموش ولادنا ما كيفهموش هاد المعلومات هادو دوك خصنا شي حاجه سبيسيفيك ديالنا كيفاش نهضروا على هذا المشكل هذا خاصه كيفاش نهضروا على هذا المشكل هذا وكيفاش نصيبوا الحل لخاطر دائما الحل كاين ولكن ما خصناش نغمضوا عينينا ونقولوا كما هذا الشيء غير ديال النصارى ماشي ديالنا وداك الشيء حشومه علاش كتهضروا علاش كنهضروا على هذا لخاطر عندنا الحق نعرفوا هذا هو اللي كنقول اون لو دروا على انفورماسيون عندنا الحق نعرفوا هاد المشاكل هادو وكل واحد زعما يختار واش غادي يعمل من بعد غير يتجه المعلومات ومن بعد هو راه حر في الحياه ديالو ولكن لابد خصنا نكثروا هذه المعلومات باش ما نبقاوش دائما محبوسين في المشاكل في هذا وفي هذا فوالا هذا هو اللي وعندكم برنامج اللي غادي الوغ البرنامج اللي غادي نعملوا دوك غادي نهضروا في لا راديو ارابيل غادي نهضر على لو ديبيستاج نهضر على العلاج نهضر على المراه اللي تبغي تولد وداك الشيء لو كوبل اللي بغيو يولدوا داك الشيء ونهضروا ثاني على هذا لو جروب ديال لي زارتيست هما اللي عملوا هذا السيبانه ديال الوقايه هما دوك سي لي اورغانيزاتور الوغ فوالا انا غادي نكملوا هاد السيمانه ديال الاخبارات وداك الشيء بواحد السهره من غادي نتنفسوا شويه اللي سميناها اون نوي بور لا في سهره للحياه على خاطر واخا كاين المرض واخا كاين المشاكل الحياه كومام سي توجور لو بلو فور الوغ غادي نبقاو في الحياه الوغ بغيت انا نكونوا في هذيك الحياه زعما مهمه ماشي نبقاو عايشين في المشاكل خصنا اوسي نعيشوا في الحسنه voilà et donc هذا le groupe qui سميتو نرم ذكريات voilà je sais pas si voilà voilà, organise donc une soirée le 3 décembre avec une danse orientale. Alors, اختارينا la danse orientale. La danse orientale, justement, c'est une danse qui a toujours été un petit peu mal interprétée, mal vécue, etc. Et moi, je me suis dit, voilà, il s'agit quand même du corps de la femme, le corps de l'homme, comme dit Myriam. On est toujours attentif au genre, donc on est toujours présent, les deux sexes sont toujours présents, y compris dans la danse, parce que la danse, c'est d'abord la créativité. Et ici, il y a deux artistes. Il y a deux artistes, et donc il y aura aussi d'autres danseurs, mais c'est simplement pour dire, voilà, ici, le choix d'être artiste, le choix de faire de la danse ou le choix de faire de la musique,
musique, etc. Ça fait partie de la vie et on peut aussi le faire avec respect. Hein? Donc la femme ou l'homme qui choisit de danser, c'est pas quelqu'un qu'on doit pas regarder ou c'est pas quelqu'un qu'on doit pas jeter, mais c'est quelqu'un plutôt qu'on doit respecter parce qu'il est là aussi pour nous donner du plaisir, il est là aussi pour nous donner des émotions parce qu'on a besoin, la vie c'est aussi les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais c'est aussi ça. Et donc voilà, donc c'est vraiment pour refléter la vie, le mouvement. Hein, le mouvement, c'est aussi la vie. Et donc j'espère en tous les cas qu'après une semaine où on va beaucoup travailler avec Myriam, avec la boutique culturelle aussi d'Anderlecht. Alors bon, je voudrais aussi remercier Monsieur Auriagli, donc l'échevin de l'égalité des chances, qui nous soutient en tous les cas pour ce projet, parce que sans lui, je pense qu'on n'aurait pas pu en tous les cas proposer ce panel, ce panel d'action. Et voilà, je me réjouis vraiment qu'il nous a suivis et qu'il nous encourage en tous les cas à réaliser en tous les cas ce projet. Et donc, du fait voilà, qu'on est encouragé, eh ben, ça nous amène en tous les cas pas seulement à travailler qu'une semaine par an, mais en tous les cas à développer et peut-être encore continuer à faire venir les experts des pays du Sud, de nos pays, etc., pour qu'on puisse vraiment qu'il y ait un mouvement comme on fait pour d'autres projets. De projets, etc., voilà. etc. Et donc je pense que c'est important. Mariam, avant de clôturer cette émission, voilà, quelques mots peut-être sur ce que vraiment vous avez envie que les personnes qui nous regardent sachent par rapport à votre métier de sexologue, à tout ce qui est la question de l'affectivité, des rapports, la question du genre et voilà peut-être quelques informations où est-ce qu'on peut avoir vous rencontrer et savoir ce que votre travail et le travail que vous menez en tout cas. Oui, ben en tout cas à travers mon travail, mon souhait, je pense que c'est et Khadija l'a dit, mais c'est hyper important de trouver des espaces où en parler, de trouver des espaces où on peut communiquer sur des sujets avec lesquels on n'est pas toujours à l'aise avec tout le monde. De se dire qu'à Bruxelles, en Belgique, j'ai des espaces où je peux venir, même si j'ai pas la maladie, mais si j'ai des questions, j'ai un espace où quelqu'un peut me donner l'information sans me juger. Vraiment, l'important aussi, c'est que ce soit dans les familles, en milieu professionnel, d'être dans le non-jugement, pouvoir être à l'écoute de l'histoire de la personne pour éviter justement des atrocités, des personnes qui s'excluent d'elles-mêmes, des personnes qui s'isolent, des personnes qui parfois se suicident. Donc vraiment, le non-jugement, l'écoute, la communication, les espaces de parole. Et j'ai envie aussi de dire... tout le travail qu'on essaye de faire chez Aoussa, c'est de viser le bien-être, qu'on se sente bien en tant que femme, en tant qu'homme et à tous les niveaux. Donc, je me sens équilibrée dans ma vie de couple, je me sens bien dans ma vie de couple parce que j'arrive à exprimer mes peurs ou mes envies dans la sexualité. J'arrive à me confier à mon conjoint ou ma conjointe, de pouvoir être bien aussi, de pouvoir un maximum, quand on dit accéder à l'information, c'est tout, c'est la culture. On peut avoir de l'information sur la santé en ayant voir une exposition, en ayant voir un film. Donc vraiment de s'ouvrir à ces univers-là parce qu'ils sont riches, ils nous permettent d'évoluer, ils nous permettent d'échanger. Et voilà, j'ai vraiment envie de transmettre ce message-là. Et voilà, et pour nous contacter, pour nous rencontrer, donc nous on est situé à Saint-Josse, à rue du Méridien numéro 10. Et notre numéro de téléphone, c'est le 02 229 38 63 ou 64, on a 2 lignes. Et sinon, l'adresse email awsabe@gmail.com. On est vraiment disposé à répondre à toutes les questions par mail ou à orienter si voilà, on n'a pas l'info ou s'il y a des personnes beaucoup plus spécialistes. Et on peut découvrir d'autres activités que vous faites, d'autres outils. Absolument. Sur le féminisme, toutes les activités sur le féminisme arabe. On a beaucoup d'animations sur la question des mariages forcés. On travaille avec le Théâtre 140 pour travailler aussi sur la question des femmes réfugiées. On travaille également sur notre exposition photo féministe bruxelloise originaire du monde arabe qui tourne bien. Et là aussi, il y a des messages à faire passer. Le message d'ouverture, le message de lutter contre le repli communautaire, contre le repli identitaire et de s'ouvrir à ce monde qui est vraiment magnifique. Et voilà, de pouvoir être informé et de pouvoir y foncer, j'ai envie de dire.
Merci. Ce sera votre mot de la fin, Khadija. Alors vous, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire, qu'on puisse savoir, aux personnes qui nous regardent? Oui, moi je dois dire vraiment que les personnes que je suis à Saint-Pierre, donc les patients que je suis, c'est vraiment avec eux que j'ai appris la vie aussi, hein, parce que c'est vraiment des personnes d'un courage, je dirais, extraordinaire, malgré les difficultés, qu'elles soient sociales ou médicales. C'est des personnes aussi qui passent à l'essentiel, c'est-à-dire qu'elles se disent, bah voilà, j'ai contracté cette maladie, à quoi est-ce que je vais occuper maintenant mon temps, comment est-ce que je vais vivre, parce qu'au départ, d'abord, on croit qu'on va mourir très vite et donc on passe à l'essentiel et on oublie un petit peu les difficultés. Et donc, je les remercie vraiment beaucoup. Hein. Comme je dis, je suis presque à la fin de ma carrière et donc c'est vraiment des personnes qui m'ont apporté énormément. Et c'est grâce aussi à elles que je peux faire un travail de prévention plus adéquat. Parce qu'à partir du moment où je viens avec une réalité de vécu, les gens ne peuvent plus me dire « Ah ben non, ça c'est de la théorie, etc. » Donc ça c'est très très important. Donc vraiment, pour ça je les remercie beaucoup. Ce que je trouve aussi chez ces personnes, c'est qu'il y a une solidarité entre elles qui est extraordinaire. Donc on a les personnes malades, c'est ça? Les personnes malades, on a des groupes d'ateliers d'éducation thérapeutique, etc. Et donc le soutien qu'elles apportent entre elles est vraiment extraordinaire. Et alors je terminerai peut-être par une réflexion de ma maman qui me fait aussi penser que elle a compris en tous les cas le travail que je fais, parce que quand j'ai commencé à travailler dans le domaine du sida, où on ne savait pas encore trop bien ce que c'était, etc., elle n'arrêtait pas de me dire « fais attention à toi, ma fille ». Donc attention de ne pas contracter ça, fais attention à toi, ma fille. Et maintenant, elle me dit que Dieu t'aide, ma fille. Donc ça veut dire qu'elle a compris l'importance du travail. Elle a compris que je ne pouvais pas contracter la maladie en travaillant avec des personnes malades. Et son seul message, c'est un message d'espoir en disant, eh ben voilà. Allah yaounik. على العمل. Voilà. شكرا Khadija. Peut-être quelques informations. Où est-ce qu'on peut sur le CETIM, sur le centre? Alors j'ai ici un document, je ne sais pas si le montrer. En tous les cas, pour le centre ELISA, donc pour le centre de dépistage, il est ouvert le lundi matin et le jeudi après-midi. Et le numéro de téléphone, c'est le 02 535 30 03. Pour les soins, c'est le CETIM, donc à Saint-Pierre, 02 535 31 77. Et alors la S-Clinique, donc la consultation spécifique aux IST, ça c'est le 02 535 37 32. Voilà, ça, donc des services qui peuvent c'est des services spécialisés dans ce domaine et qui peuvent vous accompagner. Pas seulement le sida, vous avez parlé de maladies sexuellement transmissibles. Il y a aussi des psychologues dans ces services-là et qui, en général, dès qu'on apprend, par exemple, si au centre ELISA, on a un diagnostic positif, il est directement orienté vers un des centres de référence sida, que ce soit Saint-Pierre ou Saint-Luc ou Erasme, etc., selon le choix, bien entendu, de la personne. Mais sachez que en tous les cas, le service social de Saint-Pierre, il est toujours disponible pour recevoir des gens, pour leur expliquer les démarches et aussi pour les rassurer aussi par rapport à ça, et en disant, en tous les cas, le sida ne tue plus aujourd'hui et qu'ils peuvent vraiment vivre de façon normale comme n'importe qui, grâce au traitement qu'il y a aujourd'hui. On va clôturer cette émission, Khadija. Peut-être quelques mots sur Naram Dikrayat, dont vous êtes manager. Donc c'est un groupe d'artistes, chanteurs, mais musiciens de la musique classique arabe, du Keltoum, de Fahd Atrache, Abdel Halim Hafed. Donc c'est un groupe dont vous vous occupez, que vous managez. On peut vous appeler pour les avoir, hein, pour une soirée, pour un événement, voilà, quelques mots. Alors, Naram Dikrayat, donc au départ, c'était un projet pour aider des artistes d'origine arabe à trouver une place, à se structurer, en tous les cas, dans la vie bruxelloise. Et donc, leur but, c'est de promouvoir la musique classique arabe, hein, comme vous dites, avec tous les grands répertoires, etc. Mais il y a toujours cette impulsion, je dirais, sociale, mea culpa,
qui fait qu'ils s'investissent aussi dans le domaine de la société. C'est-à-dire qu'ils ont déjà joué pour des projets de solidarité, ils ont joué par exemple dans le cadre du Ramadan pour la rupture du jeûne auprès des migrants, des nouveaux migrants, comme les réfugiés, etc. Et donc ils sont toujours prêts en tous les cas à répondre présents via leur art, toujours avec le sourire, toujours avec bienveillance, pour donner etc. un beau panel, une belle image de l'art arabe. Voilà, d'ailleurs, quand on a dit Naram Zikrayat, donc c'est Naram Dikrayat normalement, mais on a mis un Z, parce que pour nous, le Z représente un petit peu le Zineke bruxellois. Oui. Je veux dire, on ne se considère pas comme une race pure, mais on est plutôt des mélanges, des mélanges culturels, etc. Et souvent, les arabophones me disent « Oui, mais non, c'est Naram Dikrayat ». Je dis « Oui, je sais, mais je veux dire, le groupe a voulu que ça soit inscrit comme ça, et ça a toute son importance, parce que c'est vraiment le mélange culturel, etc., qui fait la richesse d'aujourd'hui de Naram Zikrayat. Et alors pour les avoir, on vous contacte? Et alors pour les avoir, on me contacte. Et alors on a créé notre ASBL, ça c'est quand même quelque chose de très très important. Donc depuis le mois de juin, voilà, nous avons notre ASBL. D'accord, voilà. Donc on vous contacte, vous, Khadija? On me contacte au 0485 695 227 et tout le monde est le bienvenu. Et j'espère que tout le monde viendra à la soirée de clôture pour soutenir et les malades, et aussi pour passer une soirée ensemble en toute convivialité et en toute simplicité. Merci Khadija, merci Mariam. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous pour une autre émission Femmes au pluriel. D'ici là, soyez heureux et heureuses.